C'est ici, au milieu du quartier de Pisevin, qu'un jeune garçon de 10 ans, Fayed, a été tué à la fin du mois d'août dernier, pris au milieu des tirs de Kalachnikov. Et depuis, les fusillades se sont multipliées sur le quartier, des fusillades qui ont lieu le soir, la nuit, mais aussi le matin, à différents endroits du quartier, ce qui donne aux habitants le sentiment de n'être à l'abri nulle part. Voici les images de l'attaque qui a causé la mort du jeune Fayed. On y voit un homme cagoulé, tiré en rafale à la Kalachnikov, en direction d'une voiture. Fayed est touché dans le dos et meurt à l'hôpital. 2 jours plus tard, nouveau drame. Un jeune de 18 ans est tué par balle. En un mois, 5 fusillades, 2 morts et 3 blessés. Des règlements de compte qui prennent toute la cité en tenaille. 16 000 habitants comme piégés. Comment vivent-ils dans ce quartier en proie à l'ultraviolence? Pour le comprendre, nous nous sommes immergés au cœur de la cité Pisevin. Pendant 1 mois et demi, nous nous sommes installés aux côtés des habitants de la ZUP. Et nous avons partagé leur quotidien. Et j'ai peur, recevoir une balle perdue. Ouais, c'est ça. Je suis comme tout le monde. Paradis, oui. Ça, des fois, je pleure. Des fois, je pleure chez moi. Je dis pourquoi je mérite cette vie-là. Je me laisse pas faire. J'ai pas peur. Je montre pas que j'ai peur d'eux. J'ai jamais montré que j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais montré que j'ai peur d'eux. Nous avons rencontré des acteurs de ce trafic meurtrier. Après, quand tu grandis, tôt ou tard, tu sais appuyer sur une gâchette. Hein. Nous avons suivi les policiers de la BAC qui les traquent. Il n'y a pas de zone de non-droit. Bah, tu vois, celle-là, moi, je l'ai jamais vue, celle-là. Elle était la semaine dernière? Oui. Mais ouverte comme ça? Non. Mais ça, là, c'est bien que ça soit détruit pour vous? Bah oui, bien sûr. On est en train de relancer les chantiers, les soins, la poste, tout l'ensemble des services publics. Et on rencontre des gens merveilleux ici. J'espère que vous avez le temps aussi de rencontrer ces personnes-là. C'est quand même un quartier vivant, un quartier qu'il ne faut pas rayer de la carte. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui y travaillent, il y a la vie. En immersion, vous emmène à Pisevin, la cité de la drogue. Moi, je vous dis un conseil pour vous, faites attention à vous. C'est-à-dire, restez pas trop longtemps ici, sinon, un jour, moi, je pense que ça va vous cramer, ça va vous cabosser le crâne. Ce matin, on a rendez-vous avec une habitante du quartier. Elle s'appelle Ouria et elle tient à nous montrer son quotidien, rendu chaque jour un peu plus difficile à cause du trafic de drogue qui gangrène le quartier. Bonjour Ouria. Bonjour Jérémy. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Les enfants dorment encore? Oui, ils dorment toujours. Ok. Ouria, elle, n'a pas beaucoup dormi cette nuit encore. La veille, une fusillade a éclaté juste sous ses fenêtres. Je dormais là dans ma chambre et on entend, on dirait dans ma chambre. Les tirs, on dirait dans ma chambre, ça m'a réveillée. J'étais en train de trembler, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai filmé direct. C'est-à-dire, j'ai pas enregistré les tirs parce que c'est ça qui m'a réveillée. Je crois que c'est lui qui a tiré. Aussitôt, vous avez su que c'était des coups de feu? Ah, tout de suite. Maintenant, on fait la différence entre Kalachnikov et arme de feu, ça se voit. C'était pas les feux d'artifice. Vous aviez peur? Ben oui, j'avais trop peur. Même au filmant, j'étais cachée, tout ça derrière. Je vais tout noir. J'avais peur qu'ils me voient ou ils voient un flash ou quelque chose, ils me tirent dessus. Ils ne me laissent pas dormir aussi. Depuis, j'étais réveillée, j'ai la fièvre parce que j'ai pas bien dormi. Hein. J'ai toute la nuit angoissée. Les tirs atteignent une voiture. 4 personnes se trouvent à bord. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Et ouais, ils nous ont touchés, voilà. on distingue plusieurs impacts de balles sur le pare-choc et les rétroviseurs. Mais aucun des passagers n'est blessé. Ça, malheureusement, c'est devenu presque habituel. Ben ça y est, c'est devenu un feuilleton d'horreur. Un feuilleton d'horreur, c'est ça.
se réveille, Zaki. Allez, réveille-toi. J'ai fait une crêpe pour les enfants au Nutella, une miel et pour moi avec du citron. Pour le matin, comme ça ils sont en forme pour la marche. Salut Zaki, allez, va manger ton petit-déj. Depuis quelques jours, le fils d'Auria a dû avancer son réveil pour être à l'heure au collège parce que les bus scolaires ne passent plus ici dans le quartier. Les chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait à cause des fusillades à répétition, du climat d'insécurité. Résultat, ils doivent aller à l'école à pied. Accompagné de maman. À 12 ans, Zakaria a l'âge où l'on préfère aller seul au collège, sans sa maman. Faute de bus, il doit traverser la cité à pied. Slalomer entre les tours, les routes et les points de deal. On va aller là-bas, c'est le raccourci. Le point de dealer, il est là, mais nous, on va passer par là, c'est mieux. On peut passer par là, mais non. Là, on détourne comme ça pour prendre les marches là-haut. Et on va se trouver de l'autre côté. Selon Ouria, le risque d'une mauvaise rencontre est trop important pour laisser son fils s'aventurer seul dans le quartier. T'aimerais pouvoir aller seul au collège? Je sais pas, moi j'aime bien y aller tout seul avec mes amis. Est-ce que tu comprends qu'elle tienne à venir avec toi, même le matin? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais me mettre en sécurité, du coup, elle m'accompagne. On va se dépêcher. Je te vois entrer en classe, en portail, je m'en vais. Dans ce quartier périphérique de Nîmes, Cache ton portable. se côtoient deux mondes que tout oppose. Celui des sorties de classe Zakaria, au revoir. et celui des règlements de compte à la Kalachnikov. Entre les deux, la police essaie tant bien que mal de rassurer par sa présence les parents inquiets. En flashball devant le collège. Par prévention, on n'est pas. C'est pas pour les collégiens, on est bien d'accord. C'est important de montrer aux parents d'élèves aussi que vous êtes là, Ils sont contents de nous voir, ouais. Ils sont très contents de nous voir. Et vous là, vous sécurisez. Ouais, là, on essaie de faire une patrouille. Mais c'est pas évident. Tout va bien ce matin? Oui. Aujourd'hui, ça n'a pas tiré, c'est bien. C'était hier, ça. C'était hier matin. Bon, mais il y a quand même des renforts de la CRS 8 là, depuis quelques jours. Ça change quelque chose pour vous? Vous les avez vus? Ils sont peu visibles. Il n'y en a pas. Ils sont restés 3 jours. Plus personne, mais. 3 jours après la mort du jeune garçon, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour annoncer des renforts policiers et la création d'un commissariat à Pisevin d'ici la fin de l'année. Des mesures d'urgence pour tenter de freiner la spirale de la violence dans laquelle s'enfonce la cité. Nous ne sommes pourtant qu'à 10 minutes du centre-ville cossu de Nîmes. Connu pour ses arènes et sa maison carrée tout juste classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville moyenne où il fait bon vivre. Mais la cité gardoise est victime de son emplacement géographique, idéalement placé au carrefour des routes de la drogue. À 2 heures de l'Espagne, d'où remonte le cannabis en provenance du Maroc. À 1h30 des quartiers nord de Marseille, ainsi qu'au départ des Go-Fast qui transportent la marchandise vers la capitale. Près de 700 kilos de résine de cannabis et des dizaines de kilos de cocaïne y transiteraient chaque semaine. Un trafic très lucratif qui sème la mort dans l'un des quartiers les plus pauvres de France. Depuis la mort du jeune Fayed, la cité Pisevin vit au ralenti. Comme anesthésiée par la peur d'un nouveau drame. À Pisevin, 1 habitant sur 2 est au chômage. Et 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est le 5e quartier le plus pauvre de France. Ce marché, figurez-vous, il était en plein Pisevin, là-bas où il y a le quartier chaud. Et la forteresse. On l'a décalé ici. Ouais. C'est à 2 pas, hein, c'est pas loin. La forteresse dont parle Ouria, c'est en fait la galerie marchande de la cité. Un sillon de 300 mètres de long creusé dans le bitume, coincé au pied des tours.
conçu à l'origine pour accueillir tous les commerces en un seul lieu et faciliter la vie des habitants. Les circulations sont étagées. Les piétons ne rencontrent pas les voitures qui disparaissent sous les immeubles pour stationner. Les ménagères de Nîmes-Ouest n'auront plus, comme ce fut le cas, à se rendre en ville pour leurs achats. Elles trouvent sur place ce qui leur fait défaut. Désormais, les rares habitants qui s'y risquent C'est fatigant. la traversent sans s'attarder. C'est un salon de coiffure? C'était un salon de coiffure, oui. C'était réputé quand même, c'était bien. Mais là, quasiment tous les commerces ont leur rideau baissé. Ah oui. Là, c'est le légumier. Même moi, je viens plus ici acheter, à part le boucher. C'est vrai, ils ont tous fermé. Hein. Une allée fantôme, comme laissée à l'abandon. Elle devrait disparaître complètement dans le cadre d'un vaste projet de rénovation urbaine. 3/4 des commerçants ont bien été expropriés. Mais les travaux de démolition, eux, n'ont jamais débuté. Alors de nouveaux marchands ont pris leur place. Sur les rideaux baissés, de grandes flèches tracées à la peinture rouge indiquent le point de deal. Une simple table en plastique. On y voit des boîtes de conditionnement pour le cannabis et des piles qui servent à alimenter les talkie-walkie utilisés pour signaler l'arrivée de la police. Ce jour-là, pas de dealer en vue, ni de consommateurs. Sous ce porche, un jeune du quartier nous explique qu'ils sont nettement moins visibles depuis l'arrivée des renforts policiers. Le réseau il est fermé là. Ah ouais? Il est fermé. Il peut pas ouvrir. Parce que les CRS ils sont toujours là. C'est pas parce qu'ils sont pas là qu'ils sont pas là. Ils sont là. Mais l'échange tourne court. Notre caméra n'est pas la bienvenue ici. En fait, c'est qu'il faut pas filmer ici. Pourquoi? Non, mais on vient discuter. Allez, allez. Allez, bonne journée. Allez, salut. Partout s'affiche l'emprise du trafic sur le quartier. Jusque sur la place centrale, devant l'entrée de la médiathèque. On voit encore les prix de la drogue C'est incroyable. écrits là sur le mur. 2 grammes, oui, carrément. Moula. Moulaka, nanané, coque. Ah, c'est quoi ça? C'est coque. Coque, c'est la coque. C'est la drogue. Moula. Acculée par la présence des dealers, la municipalité a décidé de fermer la médiathèque en juin dernier. C'est un endroit où vous aimiez aller? Bien sûr, quand même. Il y avait des gens qui viennent ici, hein, des personnes âgées. Je les vois, moi, quand je rends les livres. Je suis obligée de monter au centre-ville, hein, Carré d'Art. La grande bibliothèque, médiathèque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que le maire ait décidé de fermer la médiathèque pour des raisons de sécurité? Moi, je crois qu'il faut régler la source du problème. C'est pas fermer. Si on ferme là, on va fermer l'école. Vas-y, on va fermer l'hôpital. On va fermer les commerces. Et alors? Ça veut dire quoi? Ils ont gagné? C'est eux qui ont gagné? C'est leur territoire. Ben non, c'est-à-dire on les a donné encore plus de liberté. Cet homme n'a pas encore 17 ans, mais il s'exprime déjà comme un vétéran du trafic. Lui qui a grandi ici, a rejoint le réseau dès ses 13 ans. D'abord comme guetteur, avant de gravir les échelons. Il a déjà plusieurs condamnations à son actif. Aujourd'hui, il craint moins la police que les bandes rivales. Nous, on a pris l'habitude depuis petit. Sinon, on a quand même peur au fond. Parce que tout moment peut se manger, personne peut se manger une balle. Par exemple, ça peut être notre mère, notre père. On ne sait jamais. Pourquoi en ce moment? Pourquoi il y a autant de tirs, de fusillades en ce moment, depuis cet été? Ces Marseillais veulent récupérer. Les trafiquants de drogue de Marseille veulent récupérer le contrôle de la Le contrôle, c'est ça. Moi, c'est une carte de territoire. Ça essaie de récupérer la ZUP, mais ils ne vont pas réussir. Sauf que ce ne sont pas seulement des membres du réseau, puisque c'est comme ça qu'on appelle le trafic de drogue ici, qui sont visés, mais c'est aussi des gens lambda. On l'a vu avec le petit garçon de 10 ans, Fayed. Comment vous réagissez, vous, à ça? Eh bien, ça nous fait de la peine. Un petit frère perdu. Et on essaiera de le venger.
Comment? Ça dépend à voir avec la suite qui arrive. Dans cette guerre de la drogue, lui-même aurait pu devenir tueur à gages. Après, quand tu grandis, tôt ou tard, tu sais appuyer sur une gâchette. Hein. On m'avait demandé de tirer pour 5 000 € et j'avais refusé. Pour 5 000 €? Ouais. Tirer un mec pour 5 000 €, ça me posait en voiture et je l'avais pas fait. Quand on se balade dans la galerie Wagner, il y a beaucoup de commerces qui ont le rideau baissé, qui ont fermé. Ouais, c'est ça. Ça vous gêne pas, vous, de voir des commerces de bouche, des commerces de proximité fermés les uns après les autres, par peur, comme vous dites, des fusillades, et vous, le vôtre, grandit? Ça fait de la peine un peu, parce que nos mamans, ils avaient juste à descendre en galerie, faire les courses. Et du coup, les habitants de la ZUP, il y en a qui sortent plus, il y en a qui ferment leur magasin, ils restent chez eux. Il y en a qui sortent même plus le matin pour aller travailler, ils ont peur de se prendre une balle pour leurs enfants. Mais ça, si vous arrêtez de vendre, il n'y aurait plus ce risque, il n'y aurait plus cette peur chez les habitants. Mais après, il n'y aurait plus de quartier aussi, puisque c'est grâce à ça que le quartier est encore là. Sinon, s'il n'y aurait plus de points de deal, comme vous dites, il n'y aurait plus de quartier. À l'entendre, le trafic de drogue bénéficierait à une partie de la population. Les bons jours, ils génèrent plus de 20 000 €, ce qui en fait le commerce le plus lucratif de la cité. Pour assurer leur rente, les dealers s'appuient sur la complicité de certains, des habitants et des commerçants qui acceptent, parfois sous la menace, de stocker de la marchandise. 3 semaines après le meurtre du jeune Fayed, à l'occasion d'un contrôle administratif, la police va faire une découverte dans l'une des dernières épiceries encore ouvertes. 2 kilos de cannabis, dissimulés dans les toilettes du commerce. Valeur marchande, 20 000 €. Un réseau tentaculaire qui s'infiltre partout, jusque dans les foyers. On est sur la tour la plus haute du quartier de Pisevin, et justement d'ici on voit bien les barres d'immeubles qu'il compose et qui lui donnent un air presque de labyrinthe avec beaucoup de petites allées, de passages souterrains, ces immeubles qui s'entremêlent. Et c'est aussi cette topographie qui favorise l'implantation du trafic de stupéfiants et qui à l'inverse rend plus difficile les interventions des policiers. Nous allons en faire l'expérience en accompagnant le chef de la BAC, la brigade anticriminalité. Ça va et toi? À Pisevin, tout le monde l'appelle Marco. Cela fait 20 ans qu'il arpente les dédales de ce labyrinthe géant. Eux, ils sont nés ici, hein, donc ils connaissent le quartier par cœur. Nous, on n'est pas nés ici, mais on le connaît aussi à force d'y être. Hein. On les connaît, ils nous connaissent. Il y a un guetteur sur sa chaise sur la passerelle. Oui, ensuite. Le réseau semble avoir ouvert. Dac, ça marche. Les policiers vont tenter de surprendre les dealers. Mais leur arrivée est aussitôt signalée. De l'autre côté. En quelques secondes, la galerie marchande s'est vidée de ses rares occupants. Un petit peu partout, en fait, comme dans tous les quartiers de France, tu as les plaques d'immatriculation des véhicules police, en fait. Toutes celles-là, hein, c'est les nôtres. Celle-là, celle-là. Des murs constellés d'indices et de messages, à l'attention de Marco et ses collègues. Dans une allée truffée d'issues de secours pour s'échapper. Au niveau des accès, ils sont quand même, on va dire, protégés, hein, ne serait-ce que par les infrastructures. Donc pour nous, c'est plus difficile d'intervenir sans être vu. Et comme ils mettent des guetteurs tout autour en fait, du point de stup, donc ils sont avertis dès qu'on arrive. Difficile dans ces conditions d'arrêter les trafiquants en flagrant délit. Et même lorsqu'ils savent à quelle porte frapper, les policiers se heurtent à une autre forme de résistance. C'est la police, madame. Pareil, dedans. Ah ouais. Madame, ouvrez, c'est la police.
Bonjour madame. On vient. Il est là ou pas? Il est où ça? J'ai notre collègue hier, je vous l'ai dit, on vient et tout. Vous permettez qu'on regarde? Vous me montrez sa chambre? Elle est où sa chambre? C'est laquelle? C'est laquelle sa chambre? Celle-là? Madame, il y a sa sacoche et son téléphone, il y a toutes ses affaires en fait. Bah oui, mais il passe à la maison. Et il prend pas son téléphone? Bah non. Il passe à la maison. Bah heureusement. D'accord. Débarquer à je sais pas combien. On cherche votre fils dans le cadre d'une affaire, mais c'est pas des... Ben, c'est comme ça. Ben, il vit chez vous, donc on vient voir. Moi, débarquer la police tous les 5 minutes à la maison, vous imaginez bien que c'est pas pour moi une solution. Non, 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 c'est pas possible. Vous savez... Elle a pas trop envie de nous voir. Elle nous aime pas trop apparemment cette dame. Le jeune homme a quitté l'appartement sans ses affaires, laissant penser aux policiers qu'il a peut-être été prévenu de leur arrivée. Ça fait tellement longtemps qu'on est là, du coup, ils nous connaissent, on les connaît. Hein. Ils repartent sans aucun renseignement qui pourrait les aider à le retrouver. Bah, on voit bien que la mère, en fait, elle n'est pas coopérative avec nous, en fait. Hein. Elle veut juste protéger son fils, ce qui peut se comprendre, hein, c'est une maman. Mais bon, nous, on connaît son fils, il est dans certains faits, et voilà. Et c'est les parents qui sont au courant de ce que font leurs enfants? Ils sont au courant de toute façon, hein, à partir du moment où il n'y a pas d'argent qui rentre au foyer, à part les aides, il faut bien qu'ils vivent. Hein. Nous, quand on les contrôle, ils sont toujours habillés dernier cri, avec des baskets neuves, des survêtements neufs. Donc l'argent, il faut bien qu'ils le gagnent quelque part. Hein. Quand ils profitent d'un certain côté du système, ils ne peuvent pas dénoncer le système. Un quartier muré dans le silence. Et quelques familles qui vivent sous perfusion d'argent sale. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent que vous gagnez quasiment tous les jours? Moi, clairement, l'argent sale, j'arrive pas à la mettre de côté. Ça veut dire pour moi, par exemple, si je fais 200 € la journée, 200 € en même pas 2 journées, il n'y a plus rien. Parce que c'est pas de l'argent propre, comme on dit. Pour ça, genre, ça part trop vite. Vous le dépensez dans quoi? Dans n'importe quoi, c'est-à-dire, déjà, je fais à manger pour la maison. Après, je régale mes collègues, 2-3 collègues. Je donne de l'argent à ma tante, à ma famille. Ils vous demandent pas d'où vient cet argent? Si, ils me demandent, mais ils le savent que j'ai fait ça depuis petit. Du coup, ils le savent que j'ai dit obéir, voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça? J'imagine qu'ils préféreraient que vous ayez à l'école. Ça fait peur. Ouais, c'est ça, parce que ça fait peur. Pour eux, ils ont peur. Parce qu'on s'attendrait à n'importe quoi au jour d'aujourd'hui. Mais ils acceptent quand même l'argent que vous leur donnez? Ben après, je vous mens pas, il n'y a pas le choix pour remplir le frigo. Sinon, on ne peut pas manger. Voilà, c'est l'argent plus facile à faire. Plus que de l'argent facile, le deal apporte à ces adolescents le sentiment d'appartenance à un clan, avec ses codes, à commencer par le goût de la provocation des forces de l'ordre, qu'ils n'hésitent pas à mettre en scène sur les réseaux sociaux. Patrick! Arrête de filmer! Tout comme leurs affrontements avec les bandes rivales. Car en rejoignant le réseau, ils prennent part, sans toujours en mesurer l'ampleur, à une guerre sanglante. À Nîmes, 4 quartiers s'affrontent pour le contrôle du marché de la drogue. Le Mas de Mingue, le chemin bas d'Avignon et Pissevin, seulement séparé d'une route de son concurrent historique, Val-de-Gour. Il y a toujours eu un petit conflit entre les quartiers, mais à une période, ils s'entendaient, ça allait mieux. Et puis là, je pense que le réseau, ça draine beaucoup d'argent. Hein. Donc, ça crée des convoitises. Le démantèlement d'une filière l'année dernière aurait déséquilibré le rapport de force entre Pissevin et Val-de-Gour. Pissevin essaye de prendre la ZUP Nord et la ZUP Nord, ils se défendent et montrent qu'ils peuvent eux aussi essayer de prendre la ZUP Sud. Mais c'est pas aussi simple. Hein. Il n'y a pas que les 2 ZUP en fait qui sont les acteurs de ce conflit.
Est-ce que c'est un lien avec l'arrivée de Marseillais? Il est possible qu'il soit associé à des Marseillais ou que les Marseillais essayent de mettre la main sur les réseaux nîmois. Ça, c'est possible aussi. Pour éviter de nouveaux drames, les policiers inspectent sans relâche les souterrains du quartier. Leur objectif n'est plus seulement d'y trouver de la drogue, mais aussi des armes. Bah, on regarde toujours s'ils déposent des choses dans les caves ou si des traces de présence. On regarde partout en fait. Hein. C'est pas. Donc on voit que ça traîne. Hein. Bah, tu vois, celle-là, moi je l'ai jamais vue celle-là. Si. Elle était la semaine dernière? Ah oui. Mais ouverte comme ça? Non, non, justement. Ah, voilà.